Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet agro-webinaire du mardi. Nouvelle formule. Comme vous l'avez vu, maintenant nous allons traiter un sujet qui va être décliné en 3 épisodes. Euh, pour cette mini-série, nous allons parler des solutions fondées sur la nature. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alain Renaudin, que je laisserai se présenter, pour avoir son regard sur les questions des solutions fondées sur la nature en agroécologie. Alors normalement, nous allons être pas mal nombreux, il y avait plus de 500 inscrits, donc merci pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez au sujet. Bien sûr, cette vidéo sera en replay à l'issue des échanges. Et les petites consignes pour interagir ensuite avec Alain, vous pouvez chatter bien sûr, et vous avez aussi un onglet questions-réponses. Et pour que nous puissions prendre les différentes questions, je vous invite à écrire vos questions dans cet onglet. Alors on est parti là pour une grosse demi-heure de discussion avec Alain, et dans tous les cas, le webinaire terminera à 14 heures. Bon webinaire à tous. Et Alain, première question, toute simple, c'est simplement te présenter et présenter ton parcours. Eh bien, merci beaucoup. Merci Julien. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous. Euh, alors, moi, je n'ai pas toutes vos compétences. Euh, je suis généraliste de formation universitaire. J'ai un parcours mix entre la Sorbonne et Sciences Po. Donc, je suis économiste de formation au départ, puis ensuite j'ai fait des études dans le domaine des études politiques et des études sociales. Et j'ai été pendant très longtemps au sein de l'IFOP, Institut d'études, d'opinion et de sondage que vous connaissez probablement, et très vite focalisé sur les problématiques sociétales, de tendance, d'évolution. Et c'est comme ça que je suis tombé d'une certaine manière sur le développement durable au sommet de Johannesburg en 2002, et que je me suis dit qu'il se passait quelque chose et que l'ensemble des activités humaines allaient devoir se préoccuper de ces enjeux tout simplement de résilience et de pérennité. Et puis ensuite, j'ai un parcours agence de communication et de communication institutionnelle. Et puis j'ai créé ma boîte New Corp Conseil il y a bientôt une quinzaine d'années pour me spécialiser dans, on va dire, le développement de solutions et la communication sur ces enjeux de résilience et d'innovation. Et depuis une dizaine d'années, je suis tombé dans le biomimétisme. Attention, c'est très addictif. Dans cette idée qui englobe un peu solutions fondées sur la nature, biomimétisme, biocontrôle, etc., cette idée de prendre modèle sur le vivant. Euh, je vais en parler dans une seconde. Et donc, dans la foulée de tout ça, j'ai créé l'événement Biomime Expo pour rassembler tous ces écosystèmes qui vont de la recherche fondamentale jusqu'aux startups, en passant par les groupes industriels, les universités, les écoles, les associations diverses et variées. Et tout le reste de l'année, ben, je fais tout simplement du conseil, de la médiatisation, de la production de contenu, des conférences, des choses comme ça, pour partager cette passion et cet enthousiasme pour cette idée que tout simplement le vivant est plus grand que nous et que si on veut bien y prêter attention et tendre l'oreille, il a plein de choses à nous dire. Super, parce que ça tombe, ça tombe à pic, j'ai envie de dire, avec l'ACTA, l'Académie d'agriculture de France et donc Agrium, quand on a repensé un peu ces agro-webinaires du mardi, on est parti avec cette design Voyage au cœur du vivant. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Parce qu'aujourd'hui, quel enjeu on a à s'inspirer du vivant pour une... Eh ben, en fait, moi j'aime bien cette idée de voyage au cœur du vivant et encore une fois, il faut vraiment considérer que on est tous
des contributeurs, innovateurs. On est tous en chemin pour essayer de reconstruire un monde plus durable, harmonieux, résilient, etc. Et il faut bien prendre conscience, même si je vais vous montrer pas mal d'exemples, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a vraiment un, un grand intérêt, un grand besoin à se nourrir, être curieux de tout un tas d'évolutions, d'expérimentations qui sont lancées ici ou là, tous autant que vous êtes, qui êtes là aujourd'hui, vous êtes des inventeurs du monde de demain, euh, que parfois des solutions qu'on peut expérimenter aujourd'hui vont être en partie insuffisantes ou inachevées, mais qu'il ne faut pas flinguer les V0 si on veut avoir des V5 performantes. On est vraiment dans ce jeu de l'essai-erreur, et finalement, c'est ce que fait le vivant depuis 3,8 milliards d'années. Comme vous le savez, la vie n'est que évolution et adaptation continue. C'est pas le plus fort qui gagne, c'est le mieux adapté. Et aujourd'hui, on a dans nos activités humaines des systèmes, des process, des outils, des solutions qui sont encore majoritaires, mais tout ça est en train d'évoluer, qui sont inadaptés. Et ça, dans le vivant, ça ne marche pas. Un truc inadapté dans le vivant, il meurt. Et donc, c'est pour ça qu'on a des générations de solutions qui vont évoluer et que ce qui n'est pas adapté au monde qui est en train de naître ne va pas être efficient. Et pour autant, ce qui est adapté à ce monde qui est en train de naître n'est pas forcément déjà élaboré. Donc il y a des pistes, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer, mais vous êtes tous et toutes des inventeurs de ce monde de demain. Et donc parfois, il faut aller piocher des choses qui sont expérimentées ici ou là et être vraiment super ouvert et curieux sur tout ce qui se passe. Essayer de se déformater aussi un peu la tête, parce qu'on est tous formatés. Essayer de ne pas sombrer tout de suite sur des jugements un peu à l'emporte-pièce quand on voit des choses nouvelles arriver. Et donc, on a aujourd'hui un besoin de réinvention, tout simplement. Et ce n'est pas faire le procès des générations passées. C'est comme ça. Le monde change, le monde évolue. Il a fait ça depuis la nuit des temps. Ce que nous enseigne le vivant, c'est qu'il faut s'adapter à un truc qui bouge. Ça s'appelle la vie, et dans les principes du vivant, il y a vraiment cette idée qu'il faut en permanence être super à l'affût de ce qui se passe, être réactif à ce qui se passe, prendre conscience, et ça c'est parfois un peu pénible, que la solution qu'on applique depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans n'est peut-être pas forcément la bonne solution pour les 10, 20 ou 30 ans qui viennent, et accepter le jeu de cette innovation continue. Ça, c'est vraiment important. Et pourquoi est-ce qu'on a une sorte de besoin vital à s'inspirer du vivant? C'est que, en fait, on cohabite la Terre, que nous, en tant qu'espèce, on est une espèce parmi une infinité de formes de vie. Et je parle sous vos compétences et sous votre contrôle. Vous savez ça très bien. Simplement, il faut le conscientiser d'une certaine manière. C'est-à-dire que on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus intelligents. D'ailleurs, la preuve, c'est que au bout de seulement 250 000 ans d'Homo sapiens sapiens, on est déjà en péril. Alors que la plupart des formes de vie qui sont autour de nous ont des dizaines ou des centaines de millions d'années. Tout n'a pas 3,8 milliards d'années. Il y a peut-être des cyanobactéries très loin qui sont très anciennes, mais toutes les formes de vie qui sont autour de nous ont beaucoup plus d'expérience de cette longévité. Nous, on est une espèce jeune. On est les derniers arrivés dans cette classe de la vie. Et donc, plutôt que d'être prétentieux à arriver en retard au cours et à expliquer à tout le monde le début du cours, ben, on ferait mieux d'écouter nos petits camarades de la classe parce que c'est des champions de la résilience. C'est des champions de la capacité à produire de la biomasse, à produire des sucres, à produire de l'énergie. C'est des champions de la capacité à produire des matériaux à température ambiante et à pression ambiante, etc. Et donc, finalement, cette idée de solution basée sur la nature ou inspirée par le vivant, c'est pas très grave, c'est la grande même famille qui part de la curiosité, de la connaissance scientifique et de ce principe de prendre modèle sur le vivant. Cette grande idée-là, ben, c'est probablement la boîte à outils de notre futur. Ouais, Et justement, avec cette boîte à outils, il faut façonner des innovations et des choses nouvelles. sur la question des définitions un peu, parce que les solutions fondées sur la nature, ça recoupe une définition assez particulière au niveau
français. Euh, Tu parlais de biomimétisme aussi précédemment. C'est quoi ta vision, toi, des solutions fondées sur la nature vis-à-vis de ce que tu pratiques au Oui. niveau du biomimétisme? Alors, oui, il y a des normes, il y a des définitions, et c'est important d'utiliser les mots de façon juste. Euh, et à côté de ça, moi, ce que j'observe, c'est que de plus en plus souvent, les solutions, les alternatives sont composites, sont hybrides. Alors, pour prendre une image, moi, j'aime bien parler d'un grand estuaire, d'une grande source d'inspiration qui est le vivant, et de parler de bio-inspiration au départ, et de dire, on part des connaissances scientifiques, de la connaissance du vivant, de la curiosité pour le vivant, de l'émerveillement, de notre capacité à nous décadrer et à essayer de comprendre comment fonctionne le vivant. Et à partir de ce grand estuaire, on peut avoir des ramifications. Et parfois, ces ramifications se croisent et se touchent. Alors, on peut avoir une grande ramification qui va être, on va commencer par ça, par cette idée de biomimétisme. C'est-à-dire qu'on va observer quelque chose dans le vivant et on va essayer de le répliquer, de le mimer pour fonctionner de la même manière. Donc, typiquement, on va essayer de voir comment créer de la coloration structurale sans pigments, sans chimie, à la façon d'une aile bleue de papillon morpho, qui est une nanostructure de surface composée de 4 strates d'écailles qui vont créer une diffraction de la lumière blanche dans les tons de bleu. Donc, d'une certaine manière, là, on observe le vivant et on se dit, tiens, c'est marrant, euh, ce papillon bleu crée du bleu en reflétant la lumière. Eh bien, on peut mimer ça à travers des nanostructures de surface pour créer du bleu sans chimie. On peut s'inspirer des grands rapaces, comme l'a fait Richard Whitcomb dans les années 70 au centre de recherche de la NASA, pour développer une innovation qui est dans la famille du biométisme, qui sont ces fameuses winglets, qui sont ces ailes relevées au bout des ailes des avions, tout simplement parce que les grands rapaces, pour stabiliser leur vol, pour éviter d'avoir trop de turbulences, relèvent, qui leur a enseigné de faire ça, c'est justement l'adaptation continue, leur réniche primaire, les grandes plumes qui sont à l'extrémité de leurs ailes, pour stabiliser leur vol. Donc là, ben, petit à petit, on part de l'observation du vivant, on part d'une curiosité intellectuelle pardon, et d'une forme d'humilité en disant, tiens, pourquoi est-ce que cet oiseau, au bout de 150 millions d'années d'évolution, arrive à ce résultat-là? Il doit y avoir une bonne raison. Et donc, on cherche à comprendre cette bonne raison et à voir ce qu'on pourrait en faire. Donc là, on va dire qu'on est dans la famille du biomimétisme. On peut mimer des cheminées de ventilation de termitières pour éviter d'utiliser de la clim, pour ventiler de manière la plus passive possible des bâtiments. Donc, on est vraiment dans du biomimétisme et ça peut être à de multiples échelles. Maintenant, parfois, en partant de cette bio-inspiration et de cette compréhension du vivant, on va se dire, tiens, on va faire avec le vivant. Et donc, typiquement, on peut avoir des bassins, par exemple, de phytoépuration, parce qu'on va utiliser certaines capacités de filtration des plantes. Et donc là, on ne va pas répliquer une technologie qui va mimer le vivant, on va tout simplement se baser sur les solutions du vivant pour faire quelque chose de manière plus souvent low-tech, moins énergivore, moins polluante que les technologies humaines qu'on a pu développer. Après, il peut y avoir d'autres ramifications qui correspondent à des nomenclatures d'activités. Typiquement, le biocontrôle, c'est une famille d'activités, c'est une famille de solutions qui est elle aussi normée. Mais je vous montrerai l'exemple un peu plus tard tout à l'heure. Quand vous êtes une start-up comme M2I, qui est devenue une PME aujourd'hui de quasiment 200 personnes, et que vous cherchez des solutions alternatives aux phytosanitaires, et notamment aux pesticides pétrosourcés, et que vous partez de cette connaissance du vivant et de cette curiosité pour le vivant, eh bien vous partez d'une compréhension des phénomènes et notamment de la capacité des insectes à communiquer entre eux, et notamment des femelles à attirer les mâles. Comment est-ce que les femelles insectes attirent les mâles? Comme vous le savez, en dispersant des phéromones, ces substances chimiques volatiles odorantes. En fait, ces phéromones, c'est un signal, c'est de la com, c'est de la pub, d'une certaine manière. C'est un message qui est envoyé. Le vivant communique énormément par les odeurs, mais aussi par le son. Je vous parlerai d'autres applications assez étonnantes. Donc, typiquement, vous cherchez des solutions alternatives et qui fonctionnent. Ben, vous regardez ce qui fonctionne dans le vivant. Les insectes femelles attirent les mâles en envoyant ces messages olfactifs. Vous êtes M2I,
vous développez une formule biomimétique de la phéromone sexuelle femelle. Cette formule biomimétique, vous la développez, vous la condensez ensuite en haute dose dans des formes de capsules, enfin, il y a différentes formes pour l'appliquer, ça peut être des mousses que vous appliquez sur des pieds de vigne, enfin, peu importe, et vous dispersez ces capsules au-dessus d'un champ à protéger. Vous ne voulez pas tuer les ravageurs, vous voulez juste essayer de faire une forme de contrôle des naissances d'une certaine manière. Eh bien, vous allez créer de la confusion sexuelle, vous allez créer des leurres, c'est-à-dire que le mâle qui arrive sur zone, il va sentir des odeurs de ses phéromones sexuelles femelles. Donc, il va probablement être très excité. Il y a probablement des vraies phéromones sexuelles femelles, mais il y en a peut-être une pour 1 million d'odeurs. Donc, en fait, il va être confusé, il ne va pas trouver les femelles, il ne va pas y avoir de reproduction, et donc il y aura beaucoup moins de larves qui sont les principaux ravageurs. Vous ne tuez pas l'insecte, vous ne dérangez pas les voisins parce que la signature de la phéromone, la signature olfactive, est ultra singulière. C'est un peu comme un code Wi-Fi, si vous voulez. Si vous loupez une lettre ou un chiffre, ça ne marche pas. Donc, vous êtes parti de la bio-inspiration, de la compréhension des phénomènes vivants. Vous avez développé une formule biomimétique, mais la famille d'applications, ça s'appelle du biocontrôle. Et donc, votre innovation, qui est un substitut 100% aux insecticides, est une innovation un peu hybride. Donc, les définitions, les nomenclatures, c'est important. Mais souvent, en tout cas de ce que j'observe, on a aujourd'hui une sorte de nouvelle famille, une nouvelle génération d'innovations qui sont de plus en plus multifactorielles, composites, hybrides d'une certaine manière. C'est-à-dire que on a le droit de ne pas travailler en silo. Mm. On a le droit de mêler des innovations qui vont être des nature-based solutions avec un peu de biomimétisme, avec un peu de biosourcing. Sauf que du biosourcing intensif, c'est pas forcément ultra vertueux. Et donc, on a le droit de mixer. Et moi, c'est ce que j'observe de plus en plus. D'abord, on a un intérêt à être très ouvert à des disciplines voisines. J'ai le sentiment que les chapelles, et notamment les chapelles sémantiques et de nomenclature et de typologie d'application, peuvent être parfois un peu restrictives. Et donc, on a plutôt intérêt à mixer et à hybrider les choses. Maintenant, euh, il y a effectivement des grandes familles d'applications, mais encore une fois, moi, je considère que c'est une grande famille avec des cousinades, avec des ramifications, que parfois ça se mêle. Ce qui est important, c'est que ça marche. Ce qui est important, c'est qu'on crée un impact avec un solde positif. C'est-à-dire que si on fait du biosourcing ou des nature-based solutions, mais qu'in fine, c'est pas régénératif de biodiversité, c'est pas, ça favorise pas la captation et la séquestration de carbone, etc., la belle affaire. C'est pour ça que dans le biomimétisme, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on s'inspire du vivant au service de l'homme et du vivant. C'est-à-dire que le retour d'ascenseur pour le modèle inspirant est extrêmement important. Et donc, le biomimétisme qui consisterait à s'inspirer du vivant uniquement pour l'homme n'est pas un biomimétisme qui nous intéresse. Maintenant, je termine juste là-dessus. Euh, c'est un peu pratique, mais moi, j'aime bien faire la différence entre les méthodes et les usages. Souvent, euh, le problème est dans l'usage qu'on fait de la méthode, mais pas dans la méthode elle-même. Et parfois, on mêle les deux et c'est pas très pratique. C'est-à-dire que euh, on, on peut tuer quelqu'un avec un marteau, mais c'est pas la faute du marteau. Il n'a pas été conçu pour ça. C'est la faute de l'usager. Et donc, euh, biocontrôle, bioinspiration, biomimétisme, etc., ce sont des méthodes qui sont en elles-mêmes dans leur philosophie. C'est pour ça que je dis que souvent, ces approches-là sont d'abord des deep tech culturelles, dans le changement d'approche. Ces méthodes-là sont intéressantes dans leur promesse, dans leur euh, philosophie. Après, si je fais des drones tueurs inspiré du vol de libellules, j'aurais peut-être un drone tueur avec une approche biomimétique, mais ce n'est pas le biomimétisme qui m'intéresse. Si j'ai des poisons inspirés de je ne sais quelle nature-based solutions, ça ne m'intéressera pas non plus. Donc, il faut distinguer la méthode de l'usage euh, et souvent la vertu, la mesure d'impact, elle est dans l'usage, dans le bon usage de la méthode. Donc, voilà, pardon, c'est pas si simple et si organisé que ça. Encore une fois, ce qui compte, c'est savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire,
et comment est-ce qu'on peut contribuer de manière plus ou moins importante. Le curseur en termes d'impact peut être à des positions variables. Comment est-ce que d'une certaine manière, on peut contribuer positivement à quelque chose qu'on est en train d'essayer de solutionner. Et on peut mêler ces différentes approches. Très bien, merci. Et pour refaire le lien avec l'agriculture et notamment ton ouvrage dont j'ai mis les références là sur le chat aussi, hein, Quand la nature inspire innovation, pour revenir sur notre sujet agricole, puisque du coup c'est plutôt une communauté qui suit là, qui est intéressée par les sujets autour de l'agronomie, l'agroécologie, Bien sûr. l'agriculture notamment. Dans cet ouvrage, est-ce que tu as des innovations? Tu as commencé à parler de M2I, et est-ce que euh, pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, c'est quoi la place de l'agriculture dans ton dernier ouvrage? Alors je n'ai pas compté, c'est peut-être 15%, 20%, j'en sais rien, de la soixantaine d'exemples que je peux donner, notamment dans le livre, mais il y en a encore d'autres exemples. Et puis, tu vois, on vient de réaliser la dernière édition de Biomime Expo. Il y avait 116 exposants. Moi, ce que j'observe, c'est que, et ce n'est pas un scoop, l'agriculture est en train de se réinventer. Moi, je trouve ça extraordinairement enthousiasmant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, il y a plein de solutions qui sont en train d'émerger. Je vais en montrer quelques-unes en partageant mon écran avec quelques diapos. Ce que j'observe surtout, c'est que on est au début d'une nouvelle génération. On est au début d'une nouvelle forme d'agriculture et pour tout de suite poser un petit peu de la prospective, parce que je suis aussi membre de la Société française de prospective, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'agriculture peut nous aider à cultiver le monde de demain au sens large et pas nécessairement que pour produire de la denrée alimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin, de manière vitale, de recréer, alors ça fait un peu apprenti sorcier dit comme ça, mais en tout cas, on n'a plus uniquement besoin aujourd'hui d'arrêter de détruire la biodiversité, il faut qu'on répare ce qu'on a cassé. Et tout ça est lié au dérèglement climatique, aux enjeux carbone, etc. Si l'urgence, c'est de décarboner l'atmosphère, parce qu'on a trop de carbone dans l'air, et un carbone qui ne vient pas de la planète Mars, c'est un carbone qu'on a trop extrait de la Terre et qu'on n'arrive plus à réintégrer. Si l'urgence, c'est de décarboner l'atmosphère, alors dans ce cas, il est tout aussi urgent de recarboner la Terre, au sens de notre capacité à maintenir et à redévelopper de la vie sur Terre. Et c'est là où l'agriculture, l'agriculteur, le cultivateur a un rôle mais absolument génial et déterminant pour l'ensemble de l'humanité. Et pas uniquement pour nous nourrir, mais aussi pour respirer, pour nous maintenir en bonne santé. La santé humaine, elle est directement liée à la bonne santé de la planète. Et plus le monde de l'agriculture, j'ai presque envie de dire, sortira de l'agriculture stricto sensu pour s'intéresser avec vos compétences, vos capacités à voir comment recréer de la biodiversité et de la biodiversité vertueuse partout. Il ne vous aura pas échappé que beaucoup de grandes entreprises, de groupes industriels, etc., cherchent des actions de renaturation, de redéveloppement de la biodiversité. D'une certaine manière, l'agriculture peut sortir des champs aujourd'hui. On a besoin aussi d'intégrer du vivant partout. On a besoin d'intégrer du vivant dans nos villes, etc. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas une digression, c'est vraiment une tendance que je ressens dans l'élargissement du scope de l'agriculture et des métiers de l'agriculteur et de l'intérêt à utiliser ces compétences-là. Donc, c'est déjà ce phénomène-là que j'observe. Maintenant, de manière plus directe, je vais vous montrer quelques exemples que j'aime bien sur des innovations qui touchent plus à vos domaines. Et puis, je rembobinerai si j'ai 2-3 minutes après Ouais, très pour bien. vous montrer le spectre plus large. J'avais prévu de commencer par ça, mais je vais aller directement à l'essentiel parce que le temps tourne et il ne faudrait pas qu'on loupe ces exemples-là. Donc, je partage mon écran et puis surtout après, on se parlera, évidemment. Euh, donc là, vous devez voir une petite page avec quelques épis de blé et écrit exemple à gauche. J'avais prévu de vous montrer tout un tas d'autres choses avant, justement pour vous montrer la panoplie, la galerie un peu large. Mais encore une fois, c'est vraiment pas exhaustif, mais c'est des exemples, d'abord, que je connais, et donc je serais très intéressé par les échanges, et encore une fois, tout ça est en train d'évoluer. Et c'est des exemples que j'aime bien. Alors, je commence par M2I.
Pourquoi cet exemple-là? Parce qu'il est opérationnel. Enfin, d'une manière générale, il y a de plus en plus de choses opérationnelles, parfois expérimentées et expérimentales, mais de plus en plus, il y a des choses qui marchent, qui sont testées sur le terrain et dont vous pouvez vous imprégner. Encore une fois, faites, comme on dit, votre homework, soyez ultra curieux. D'ailleurs, c'est aussi une grande leçon du vivant. Le vivant est bourré de capteurs. De capteurs. Pourquoi? Parce qu'il est hypersensible à son environnement, pour sa survie, le plus souvent, pour partager de l'information, pour être réceptif. Donc, soyez des capteurs du monde qui vous entoure. Prenez quelques minutes, parfois un peu plus de temps, et merci de passer ce temps aujourd'hui, à essayer de grappiller des choses. Et encore une fois, euh, moi aujourd'hui, et merci pour l'invitation, voilà, je vous propose de vous alimenter avec quelques idées, mais ce ne sont que quelques idées parmi d'autres. Ce que j'aime bien, deux, trois points quand même rapides sur M2I, c'est que d'abord, on est sur cette approche un peu hybride dont je parlais tout à l'heure, qui combine bioinspiration, biomimétisme et biocontrôle. Deuxièmement, c'est totalement efficace. C'est-à-dire que ça marche. Cette startup aujourd'hui est devenue une entreprise d'une certaine taille qui travaille dans beaucoup de pays, qui développe beaucoup de solutions, hein, tout un catalogue de solutions. Il n'y a pas de solution miracle, ça c'est aussi un point important. On a vécu pendant 150 ans de révolution industrielle avec l'idée de la massification de nos solutions. Alors peut-être manque de bol, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de solution miracle qui serait la solution universelle pour toute l'agriculture de demain aux quatre coins de la planète. C'est-à-dire typiquement, les phéromones que développe M2I, ben, ça dépend des espèces qui sont vos sujets à traiter. Ça dépend de là où vous êtes. Ça dépend de votre territoire, etc. Et donc, le vivant, il n'a pas une solution miracle. Il a plein de solutions. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, la vie, elle est résiliente parce qu'elle est adaptée à son temps et à son lieu de vie. Et donc, la solution bio-inspiré, une nature-based solutions, peu importe, qui sera efficace dans un champ à Dunkerque, ça ne sera pas forcément la même qu'à Biarritz ou que chez moi en Picardie, etc., et selon les essences que vous cultivez. Donc, ce qui est intéressant dans cet exemple M2I, c'est qu'on est dans cette approche un peu hybride. Deuxièmement, ça marche. Troisièmement, ils ont une démarche, entre guillemets, intelligente dans l'expérimentation et l'accompagnement des agriculteurs. C'est-à-dire, on ne passe pas de tout l'un à tout l'autre du jour au lendemain. On peut y aller progressivement. C'est-à-dire, typiquement, on peut passer de solutions conventionnelles aujourd'hui à des solutions alternatives comme celle-ci, euh, euh, en mixant aussi des solutions. C'est-à-dire, typiquement, si vous avez six passages en pulvé en solution traditionnelle, eh bien, dans un premier temps, si vous allez voir l'agriculteur en disant bah, tu vas passer de tout l'un à tout l'autre et demain tu oublies toutes tes solutions traditionnelles, conventionnelles et on va faire du 100% avec ma phéromone, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. L'agriculteur, c'est un entrepreneur, il y a des investissements à amortir, etc. En revanche, on peut passer de 6 pulvées en solution conventionnelle à 4 plus 2, puis à 3 plus 3, etc. Et souvent, dans les histoires de terrain, ben, de 6 passages en pulvée, on va arriver à la fin à plutôt que 3 ou 4, avec un mix 50-50. Et puis à un moment donné, on va véritablement arrêter les solutions phyto pour passer à ce type de solution. Et donc, ce qui est important, c'est pas de critiquer les pratiques actuelles, c'est de proposer des solutions alternatives et d'y aller progressivement. L'autre élément qui est important, moi je trouve, dans l'aventure entrepreneuriale de cette startup, c'est qu'on est sur de la chimie, on est sur aussi une rénovation de filière, c'est-à-dire qu'ils ont euh, proposé des nouvelles vies à des usines chimiques, euh, notamment sur la vallée du Rhône, qui aujourd'hui produisent des phéromones au lieu de produire de la chimie polluante. Et donc, c'est intéressant aussi dans la mutation sectorielle et industrielle. Et vous voyez que là aussi, il y a un lien entre de l'agriculture, le secteur de l'agriculture et le secteur de la chimie. C'est pour ça que je trouve que tout ça est très enthousiasmant et beaucoup plus euh, ancré en profondeur.
C'est-à-dire, il n'y a pas le monde agricole d'un côté et tout le reste de l'autre. Tout ça est très lié. Et c'est pour ça que je vous dis d'être hyper curieux et attentif à tout un tas d'innovations, même dans des domaines qui ne sont pas des domaines liés techniquement et directement aujourd'hui à l'agriculture. Les innovations pour l'agriculture de demain, probablement, elles ne sont pas dans l'agriculture d'aujourd'hui, elles sont dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, voilà, M2I, c'est une belle aventure intéressante. Ce qui est intéressant aussi, j'ai juste mis cette diapo en plus, c'est qu'à partir du moment où vous vous intéressez aux stratégies de communication des insectes au départ, eh bien, en fait, ça vous ouvre tout un tas de nouvelles perspectives. Ils sont en train de développer aujourd'hui une molécule qui est capable de protéger certains élevages du loup. Pourquoi? Parce que le loup a peur du loup et le loup est respectueux du territoire de l'autre loup. Ce qui fait que quand un loup arrive sur un territoire et qu'il sent une autre odeur de loup qui a délimité euh, territoire, une parcelle, il ne franchit pas cette barrière olfactive. Il ne va pas sur le terrain d'un autre loup. Eh bien, M2I, ils ont développé une molécule qui mime cette phéromone du loup pour la déposer sur des colliers, sur des barrières, d'élevage, pour là aussi créer des leurres olfactifs pour protéger l'élevage du loup, tout simplement en incitant le loup dans son comportement d'animal euh, normal, j'ai envie de dire, dans son comportement naturel, à ne pas franchir la barrière. Et donc, c'est là où les perspectives sont intéressantes. Et on n'est qu'au début de toute une famille d'innovations. Deuxièmement, on reste dans l'idée de la chimie et de l'odeur. Ça, c'est une autre catégorie, c'est une autre start-up qui s'appelle Agriodor, là qui travaille davantage sur les phéromones et les aromates. Alors, la phéromone, c'est une substance chimique volatile intraspécifique, c'est-à-dire c'est une signature à l'intérieur d'une espèce. C'est-à-dire que ce que fait M2I, c'est que la phéromone sexuelle femelle, elle ne s'adresse que aux mâles de la même espèce. C'est pour ça que ça ne dérange pas les voisins quand vous mimez cette molécule. Agriodor, il travaille plutôt sur la relation plante-insecte, parce que comme vous le savez, les pollinisateurs notamment ne se baladent pas comme ça au petit bonheur la chance à repérer les belles rouges ou les belles vertes ou les belles jaunes. Ils sont attirés par les plantes. Donc les plantes hôtes attirent leurs pollinisateurs en dispersant là aussi des odeurs. Eh bien, Agriodor, il travaille sur des répulsifs ou sur des attractifs pour soit protéger la culture avec des odeurs répulsives entre la plante et l'insecte, soit au contraire pour favoriser la pollinisation et le développement de la plante. Donc c'est une autre famille d'applications. C'est toujours intéressant de voir que sur la bioinspiration, ce grand estuaire dont je parlais tout à l'heure, compréhension du vivant, le vivant fonctionne beaucoup en émettant des messages, en émettant des odeurs. Tiens, comment est-ce que l'agriculture peut tirer profit de ces stratégies du vivant? Et donc là, on est davantage sur, encore une fois, des phéromones en attractif ou des allomones en répulsif, mais avec cette idée, là aussi, d'allier culture et stratégie du vivant, avec là aussi des marchés qui sont non conséquents. J'ai copié cette page d'Agriodor, merci à eux, pour dire, voilà, le marché du biocontrôle, c'est 11 milliards d'euros estimé en 2025. C'est sur un trend de croissance qui est positif. Vous avez un autre exemple qui m'amuse et que je trouve intéressant, c'est Immunrise Biotech ou Immunrise tout court, qui fait le lien entre la mer et la terre. En fait, eux, je fais court parce que je suis en Weiler, ils ont développé un antifongique à partir d'une microalgue marine. C'est-à-dire que il se trouve que sur 3,8 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre, on en a passé l'essentiel dans l'eau. En gros, le vivant est sorti de l'eau au Cambrien il y a, on va dire, 500 millions d'années pour arrondir. Ce qui fait que les organismes marins, et notamment les microalgues, et notamment les cyanobactéries, etc., qui sont là depuis très très longtemps, ont une expérience de l'adaptation et de l'adaptation à des choses changeantes extraordinaire. En fait, le vivant est une boîte de tech et d'innovation comme on n'en a aucune autre dans notre sphère humaine. Hein. The Nature Company, c'est de la R&D depuis 3,8 milliards d'années. Donc forcément, ça a développé des choses intéressantes aujourd'hui. Et donc typiquement, Immunrise, alors, il travaille pas mal pour des vignobles
ils ont développé à partir d'une microalgue, c'est ce qu'ils appellent l'extrait D, eh bien, une microalgue marine qui est capable d'attaquer la membrane cellulaire de certains champignons et de la dégrader parce que le champignon est réactif à cette microalgue marine. Et donc là, encore une fois, là, ils n'ont pas mimé la molécule, donc on est plutôt sur du nature-based solutions, encore une fois, mais ça, voilà, c'est une autre cousinade dans cette grande famille de la bioinspiration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on part euh, d'une sensibilité, d'une curiosité pour le vivant, en se disant, tiens, comment est-ce que le marin, qui s'est adapté à des phénomènes parfois assez agressifs depuis très très longtemps, peut nous aider peut-être à lutter contre quelques champignons terrestres. Donc ça, c'est aussi un exemple intéressant. Si on reste dans le champignon, j'adore l'exemple de mycophyto. Alors, comme vous le savez, évidemment, c'est la mycorhize qui fait le lien entre le réseau racinaire de la plante et le mycélium. Et d'une certaine manière, la mycorhize, c'est un peu notre place de marché, c'est notre New York Stock Exchange. C'est-à-dire qu'en fait, la plante fait son travail de photosynthèse et est capable de produire des sucres à partir de l'énergie du soleil et du carbone présent dans l'air. Sauf que le mycélium, qui est lui à la cave, le pauvre besogneux, il fait le lien entre tout ça, mais il n'a pas accès à la lumière du soleil. Pourtant, ça l'intéresse vachement de récupérer un peu de sucre. Et donc, en échange, il va apporter de l'eau et des nutriments. Sauf que s'il n'y a pas cette passerelle du champignon mycorhizien, ça va se passer beaucoup moins bien. Et donc, la plante va beaucoup moins bénéficier des apports en nutriments du réseau mycélium qui pourtant, lui, est un peu de l'Internet du sol à faire le lien horizontal entre tout ça. Eh bien, Mycophyto, il s'intéresse à développer toute une sorte de bio-bibliothèque, on va dire, de souches de champignons mycorhiziens, parce qu'évidemment, selon les cultures, selon les régions, selon les terres, ce n'est pas forcément les mêmes. Il n'y a pas un champignon mycorhizien miracle qui va faire le lien entre toutes les plantes du monde et tous les sols du monde. Mais quand vous réintégrez euh, du champignon mycorhizien, vous allez stimuler la croissance de la plante et vous allez aider notamment, ça c'est les résultats observés sur le terrain, à faire de la rétention d'eau à plus 15, plus 20%, parce que vous allez recréer des cavités à travers un sol aéré, etc. Et donc là, vous avez, encore une fois, une solution hybride entre de la nature-based solution, c'est-à-dire on réintègre de la culture de mycorhize, c'est-à-dire cultivons le sol avant de cultiver la plante. Ça, c'est évidemment une des grandes tendances du vivant. Le principe relève du biomimétisme, c'est-à-dire on va copier un phénomène. Le biomimétisme, encore une fois, ce n'est pas que de la techno, c'est aussi copier des phénomènes naturels. Mais on va être assisté de la plante et du vivant lui-même, en l'occurrence ici, le champignon mycorhizien. Et donc, ça peut contribuer à garder de l'eau, à lutter contre du stress hydrique, à utiliser moins d'intrants, qui représente un coût, qui représente de la pollution, qui représente, etc., une inertie dans le sol, et ça peut augmenter aussi les rendements. Donc ça, c'est aussi une mycophyto, vraiment quelque chose à suivre de près si vous connaissez probablement certains d'entre vous, mais si vous ne connaissez pas, regardez ça. Si on reste une seconde dans le champignon, parce que les champignons et microbes, c'est quand même deux alliés extraordinaires qui ont souvent une mauvaise presse, c'est un peu dommage. Regardez aussi IFEN. Alors là, IFEN, c'est intéressant parce que eux, leur terrain de jeu de départ, c'est la mycoremédiation, donc de la dépollution de sols pollués. Mais en fait, il peut aussi y avoir des applications en agriculture. C'est-à-dire que réintégrer des champignons dans des sols, ça peut contribuer à dépolluer des sols industriels, mais ça peut aussi contribuer à augmenter des rendements agricoles ou à augmenter de la séquestration de CO2. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'agriculture n'est pas destinée éternellement à produire que de la denrée alimentaire. Et moi, je rêve du jour où on pourra rémunérer l'agriculture pour avoir une capacité à séquestrer du carbone. Ça fait partie des bénéfices écosystémiques de l'agriculture au service de l'humanité. C'est-à-dire que vous avez dans le monde de l'agriculture énormément de choses à faire au-delà de l'agriculture. Et typiquement, avoir des sols vivants, si on prend juste cet exemple de la séquestration du carbone, nos puits de carbone naturels sont en train de s'essouffler dans la mer et sur Terre. Nos forêts s'essoufflent, nos forêts séquestrent moins de carbone.
l'agriculture doit séquestrer du carbone. Euh, je vous montre aussi cet exemple-là, si on reste sur l'idée de stimuler de manière la plus naturelle possible la croissance des plantes, parce que c'est un exemple très, très étonnant. Euh, on est sur une longue histoire scientifique, mais au début d'une nouvelle famille d'applications. C'est comment contribuer à la protection et à la croissance des plantes par la stimulation sonore. En fait, les acides aminés qui contribuent à la synthèse des protéines émettent des fréquences entre eux. Et on est tous sensibles aux fréquences. Eh bien, Genodix, c'est une start-up, regardez-les attentivement, ils font ça, ils mettent des boîtiers, ils diffusent, on ne peut pas dire que ce soit vraiment de la musique, on va dire qu'ils diffusent des fréquences et des sons dans des champs. Et ça permet, je vous assure que c'est vrai, et ce n'est pas juste une espèce de doux rêve poétique ou de mélomane, ça permet soit de protéger la plante, soit de stimuler sa croissance par diffusion de fréquences sonores adaptées à la plante et au milieu. On est tous sensibles aux fréquences, on est tous sensibles à la musique, et on est tous, en tant qu'organisme vivant, émetteurs de sons et réceptifs à ces fréquences-là. Et donc là aussi, il y a des bénéfices tout à fait étonnants. Et tout ce dont je vous parle est déjà largement expérimenté sur le terrain. Là, il y a plus d'une centaine d'expérimentations en cours avec ces boîtiers de sons Genodix. Donc, regardez ça aussi, c'est assez étonnant, parfois un peu dérangeant dans l'approche. On se dit, mais comment? C'est pas sérieux. En fait, si, c'est très sérieux et c'est très basé scientifiquement. Après, vous avez, et ça je trouve ça intéressant, toute une nouvelle génération de boîtes assez fabuleuses, j'aime bien Biosphère, qui se fixent comme mission, et ils l'ont déjà appliqué sur le terrain. Je crois qu'ils appliquent leur solution sur 100 000 hectares d'exploitation agricole aujourd'hui en France, pour voir comment l'agriculture peut contribuer à des approches régénératives, et notamment, eux, leur grand cheval de bataille, c'est les couverts et la vie microbienne des sols. Là aussi, il y a plein d'expérimentations très, très concrètes sur le terrain, que ce soit sur des vignobles ou ailleurs, pour voir comment recréer, d'abord cultiver le sol avant de cultiver la plante. Et avec là aussi des résultats assez étonnants, et y compris, là encore, des résultats écosystémiques, c'est-à-dire que lutter contre les inondations par des sols aérés et moins travaillés, c'est extrêmement démontré et efficace aujourd'hui. Et donc, pour terminer ce petit panorama, et pour élargir un peu le spectre, et en tout cas, encore une fois, moi, je n'ai pas vos compétences, et je m'inscris là un peu plus dans la prospective et dans l'observation de ces tendances. J'aurais tendance évidemment à recommander de s'ouvrir à des écosystèmes et à des réseaux, à considérer que l'innovation dont vous avez besoin demain, elle est peut-être en germe quelque part ailleurs, chez quelqu'un qui ne fait pas votre métier. Mais vous allez vous nourrir de ce qui se passe ailleurs pour vous en inspirer. C'est pour ça que je dis souvent, en matière de biomimétisme, il faut évidemment savoir s'inspirer du vivant pour innover, mais aussi et surtout s'inspirer des autres. J'observe beaucoup de pluridisciplinarité, de multiculturalisme dans la recherche de solutions innovantes. Donc ça, c'est vraiment important. C'est important d'aller sur le terrain, d'aller voir des expérimentations, d'aller parler avec les gens qui innovent, vraiment s'inspirer des autres pour innover et partager pour améliorer des choses qui sont en route. Et typiquement, eh bien, allez voir, j'ai mis Ferme d'Avenir parce que je les connais, mais il y en a d'autres. Allez au contact de ces associations. Ferme d'Avenir, je crois que c'est 1000 exploitations agricoles. Euh, il y a plein, il n'y a pas il n'y a pas une religion en particulier. Là aussi, il y a beaucoup de solutions hybrides entre l'agroforesterie, la permaculture, etc. J'ai presque envie de dire le bio, etc. Peu importe. Ce qui compte, c'est réduire l'empreinte et améliorer le résultat. Mais ces 1000 fermes, ces 1000 cas particuliers, ces 1000 expérimentations, ces 1000 histoires, ces 1000 aventures. Et donc, là-dedans, vous aurez beaucoup de gens qui vont vous inspirer. Soyez inspirés autant par les gens que par les techniques. Euh, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes qui sont expérimentées partout. Deuxièmement, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, mais j'ai été frappé il y a quelques années, lors d'un Biomime Expo, j'avais invité Pierre-Henri Gouillon, qui est un professeur émérite du Muséum national d'histoire naturelle, très fervent des semences paysannes, etc., qui
m'avait, à un moment donné, dans la discussion, m'avait lâché cette expression. Je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'était dans le feu de la discussion. Il m'avait dit, mais l'agriculture doit arrêter de produire que de la bouffe. L'agriculture doit produire de la biodiversité. Et en fait, ça m'est resté. Vraiment, ça m'est resté parce que j'observe la même chose dans l'immobilier. Cette idée que la ville doit aussi produire de la biodiversité, que les entreprises doivent produire. Bref, vos compétences en tant qu'agriculteur et spécialiste de ce monde agricole, en fait, sont des pépites pour tout un tas d'autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on a besoin de cultiver le monde de demain. Mais cultiver vraiment au sens propre. C'est-à-dire que vos métiers de l'agriculture, ça peut aider peut-être à cultiver des alter-cuirs. Ce que vous voyez là, ce n'est pas du cuir animal, c'est du cuir végétal. Ça s'appelle de l'alter-cuir. Là, c'est une start-up française qui s'appelle Fungus Sapiens qui fait ça. Vous pouvez aussi en faire des matériaux alternatifs au polystyrène. Vous avez des Américains qui font des briques, qui font pousser des briques. Ce que je veux dire par là, c'est que vos compétences et les métiers de l'agriculture peuvent faire tout un tas d'autres choses. Ça peut aider à produire des nouveaux matériaux demain. Ça peut aider à soigner l'homme. Ce que vous voyez à gauche, c'est le petit serpentin de sable que vous pouvez observer à marée basse en Bretagne ou sur la côte atlantique. En dessous, il y a un ver marin qui s'appelle l'Arénicola marina. Frank Zal, un ancien chercheur du CNRS, a développé une entreprise qui s'appelle Emarina pour exploiter, à des fins de santé humaine, l'hémoglobine superoxygénée de ce ver marin. Pourquoi je vous montre cet exemple-là? Parce qu'aujourd'hui, il cultive, c'est un éleveur, Frank Zal. C'est un éleveur de vers marins, il a développé une ferme en Bretagne qui cultive cette hémoglobine superoxygénée parce que ce ver, à marée basse, il est privé de son apport en oxygène. Et donc, ce qui a intrigué le chercheur, c'est comment il fait pour rester 6 heures en apnée. Et son hémoglobine séquestre 156 molécules d'oxygène versus 4 pour nous. C'est une hémoglobine superoxygénée qui est universelle. Elle n'est pas encapsulée dans des globules rouges, donc elle est compatible avec tous les résus humains. Et elle est transfusable à l'homme. Et donc, cultiver la terre peut aussi soigner évidemment l'humain. Troisième exemple, un peu décadré par rapport à peut-être vos activités du quotidien, regardez les fabuleux travaux de Claude Grison, entrepreneur et chercheur et biologiste et chercheur du CNRS à l'Université de Montpellier, qui travaille sur des plantes hyperaccumulatrices métallivores. Là aussi, cultiver ces plantes pour dépolluer des sols, ça ne va pas produire de l'alimentation tout de suite, mais ça permet d'assainir des sols pour demain retrouver une terre propice à l'agriculture. Et puis parfois, l'agriculture et les villes peuvent se retrouver, je termine dans une minute, et notamment face aux enjeux des inondations. Vous savez qu'avec le dérèglement climatique, on a des épisodes extrêmes dont les fréquences et les indices de densité augmentent. Et bien typiquement, là, la ville et les champs se retrouvent. Dans la ville, on appelle ça les sponge cities. Comment réintégrer et recréer du cycle vertical de l'eau pour comment déshermétiser les villes. Ça, c'est une grande tendance en matière d'urbanisme et d'architecture. Comment débitumiser et réintégrer des villes perméables à l'eau. Évidemment, la question se pose aussi pour le monde de l'agriculture. Donc pour moi, l'agriculture a un fabuleux destin, comme Amélie Poulain, pour passer de problèmes aux solutions. Évidemment, aujourd'hui, la critique est facile sur le monde agricole, mais le monde agricole, il a un rôle fabuleux à jouer pour le monde tout court de demain. Il y a plein de choses à réinventer au service des enjeux de l'humanité. Si je prends juste l'exemple de la séquestration du CO2, le monde de l'agriculture et vos compétences sont un atout formidable pour l'humanité tout entière. Et donc, encore une fois, cette idée d'agriculture comme une usine de biodiversité est pour moi une perspective absolument réjouissante et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Encore une fois, en décloisonnant les choses, il faut qu'on cultive nos villes. Et je ne parle pas juste d'agriculture urbaine, il faut qu'on réintègre du vivant partout. On a besoin de vivant. On crève d'un excès de CO2, mais on crève surtout d'un manque de vivant. Et donc, il ne s'agirait pas que l'espèce humaine soit embarquée dans la 6e extinction massive qu'elle est en train de créer. Et donc, on est tous, encore une fois, tous autant que nous sommes, on doit être dans une logique pour devenir des cultivateurs de biodiversité au service de tout le monde. Donc, c'est un peu un des messages que, voilà, si vous permettez, que je voulais faire passer en disant, il y a des grands écosystèmes qui ont des empreintes, qui ont des places
qui occupent des places très importantes sur Terre. Il y a les villes, il y a l'agriculture, il y a les forêts et les océans. Il faut restaurer ces écosystèmes au service d'un futur évidemment plus harmonieux. Donc voilà un petit peu les messages principaux que je voulais faire passer avec cette idée que bah, notre champ, notre stade, c'est la planète. Pour boucler avec l'introduction sur biomimétisme, nature-based solutions, etc., peu importe, ce qu'il faut, c'est considérer que la nature est notre plus puissante et plus importante coéquipière dans ce sport d'équipe. L'avenir est un sport d'équipe et évidemment, on a tout intérêt à faire équipe avec la meilleure d'entre nous qui s'appelle la nature. Merci beaucoup, Alain, pour ta présentation. C'était très, très inspirant. On va pouvoir passer à quelques questions d'ici 2 heures que on a reçues. Et encore une fois, vous pouvez en poser. On va essayer d'en prendre quelques-unes. Il y avait une première question qui était sur les bases de données. Est-ce qu'il y avait des bases de données qui répertorient les solutions fondées sur la nature ou solutions de biomimétisme euh, par rapport à ce qu'elles sont en test ou comme fonctionnelles? Alors, je sais que le CBio, ça a des choses. Euh, Oui, enfin, alors alors, je suis associé cofondateur du CBIOS il y a une dizaine d'années. Oui, il y a quelques sites. Alors, sur cbios.com, il y a quelques publications publiques qui répertorient plus ou moins les choses. Sur biomimexpo.com, puisque ça fait 8 ans, je n'ai pas compté, mais j'ai dû avoir 600 ou 700 speakers à Biomimexpo. Et sur la chaîne YouTube de Biomimexpo, je pense qu'on a à peu près tout capté. Donc, il y a je ne sais pas combien de conférences. Il y en a 53 juste sur la dernière édition. Donc, il y en a je ne sais pas combien. Moi, j'ai créé un annuaire qui s'appelle le Biomime Book. J'ai une galerie de planches parce que plutôt que de garder des bouts de post-it ou des bouts de mail ou des notes papier, j'ai créé une espèce de gabarit. Donc, j'ai une galerie de plus d'une centaine de planches sur des innovations bio-inspirées. Mais ce travail-là, on est en train de le faire. En fait, on est en train de répertorier. C'est pas évident parce que d'abord, tout le monde ne revendique pas l'usage des mots biomimétisme, biorespiration, même nature-based solutions. Tout le monde n'utilise pas ces mêmes mots-là ou ne les utilise pas du tout. Et puis, c'est très multisectoriel. Et c'est pour ça, en partie, que j'ai créé moi l'événement BioM Expo. C'est pour avoir une unité de lieu et de temps où on se retrouve tous. Mais oui, il y a de plus en plus de choses quand même, mais ça nécessite, comme on dit, du homework, c'est-à-dire il faut creuser, il faut rebondir sur un article, sur quelqu'un qui est mentionné dans un article, un scientifique, un entrepreneur, etc. Il faut aller chercher, mais vous allez vite trouver beaucoup de choses. une autre question relative à un peu la transformation du monde de la chimie dont tu parlais tout à l'heure, qui à la base produisait des solutions avec du pétrole et maintenant plutôt des hormones biomimétiques, par exemple. Donc une question sur est-ce que les solutions fondées sur la nature ne vont pas à nouveau rendre dépendants les agriculteurs de nouveaux marchés d'agrofourniture, puisque du coup ça se réinvente et finalement, plutôt que de vraiment utiliser la biodiversité, vont finalement se retrouver dépendants de solutions externes, si je peux résumer les questions. Alors, c'est une bonne question légitime. Et so what? Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on va dire, ben, on ne va pas abandonner une solution parce qu'on va créer une autre solution dont on va être aussi dépendant? Euh, Probablement, c'est possible. On est tous dépendants de plein de trucs. Hmm. Et donc, l'agriculture demain sera dépendante de solutions développées par d'autres, probablement. Oui. Euh, Sûrement. Ce que je trouve important, c'est de savoir si ces solutions-là sont plus intéressantes, plus vertueuses, en partant du principe, encore une fois, que les solutions émergentes d'aujourd'hui pour l'agriculture de demain, moins polluantes, etc., ne sont pas forcément les solutions pour les 100 ans qui viennent. Ouais. Tout ça doit continuer à évoluer en permanence et ça évoluera grâce à des échanges entre les praticiens de l'agriculture et les développeurs de solutions, des gens qui sont là pour mesurer les impacts, etc. Et oui, parfois, le diable se cache dans les détails. euh, et il faut que ces solutions alternatives ne soient pas pires que les solutions d'aujourd'hui. Mais bon, on a plutôt tout intérêt à tester des choses nouvelles. Et encore une fois, il n'y aura pas, de mon point de vue,
une solution hégémonique pour l'ensemble du monde agricole, mais plutôt, en tout cas, ça fait partie des grands principes du vivant, des solutions à chaque fois adaptées à des environnements, à des écosystèmes, à des lieux, même encore une fois, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais même pour faire pousser du blé au Brésil, en Europe ou en Asie, eh bien, ça ne va pas être les mêmes solutions biorespirées. Et justement, tout à l'heure, tu parlais des mycorhizes et il y a une question là-dessus en faisant le parallèle avec le New York Stock Exchange. Aujourd'hui, le modèle économique est plutôt sur l'extraction, le productivisme. Et est-ce que finalement la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique radicalement différent qui peut se baser, moi j'interprète la question comme ça, sur le biomimétisme pour sortir d'une prédation où finalement on a toujours cette vision de la loi du plus fort alors que dans la nature, il y a beaucoup de coopération. Alors là, typiquement, moi j'adore cet exemple de la mycorhize parce qu'on est vraiment dans la symbiose et dans la coopération mutuellement bénéfique. Mais il y a plein de coopérations mutuellement bénéfiques. Là, je vous renvoie à Pablo Servigné, Gauthier Chapelle, sur leur ouvrage et leurs travaux toute l'année autour du vivant comme modèle, eh bien, qui vous expliqueront, comme je peux vous le dire tout de suite, qu'il y a beaucoup plus de coopération que de compétition dans le vivant et que c'est le modèle dominant, la coopération. La Et dans coopération. dans le monde économique, est-ce que finalement, de proche en proche, par rapport pour sortir uniquement de la start-up qui va se faire racheter par finalement la multinationale, est-ce que dans le modèle économique, à un moment, il va y avoir une biodiversité de modèle économique? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors moi j'y crois. D'abord, la startup qui se fait racheter par le groupe international, bien souvent, c'est plus la startup qui le souhaite que le groupe international. Faut arrêter de penser que c'est juste une prédation. C'était juste une petite parenthèse. Moi, je crois beaucoup à cette hybridation des modèles. Et d'ailleurs, souvent, je fais la petite blague en disant, mais dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité, et c'est valable aussi sur nos écosystèmes socio-économiques, c'est-à-dire sur nos territoires, quand j'en parle à des élus. Ce qui fait la résilience de votre écosystème territorial, c'est la diversité des acteurs économiques et sociaux qui y sont présents et l'intensité de leurs relations. C'est-à-dire que ce qui fait la résilience d'un biotope, c'est plein de trucs différents, parce que la diversité protège le groupe. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire du monoessence, et de ne pas planter des champs d'arbres, mais véritablement des forêts, etc. C'est-à-dire la diversité protège le groupe, parce que la diversité qui décline, c'est aussi la nôtre. La diversité de notre microbiote intestinal, la diversité de notre microbiote cutané. Pourquoi est-ce que nos peaux sont plus sensibles à des agresseurs extérieurs? C'est parce qu'on a aussi une biodiversité sur notre microbiote cutané qui décline. Donc, je crois beaucoup à cette idée que la biodiversité est un facteur de résilience. Et c'est vrai aussi de nos écosystèmes socio-économiques. Quand un territoire a beaucoup d'acteurs différents qui travaillent ensemble, eh bien, il va plus facilement amortir des chocs sur la déclinaison d'un secteur d'activité par rapport à un autre, etc. Et donc, quand vous avez un industriel sur un territoire, ben, évidemment, il y a plus de résilience socio-économique territoriale s'il fait bosser l'imprimeur du bout de la rue que s'il fait bosser des gens à l'autre bout du monde. Donc, euh, moi, j'ai plutôt le sentiment que euh, la, la- la solution est plutôt une multitude de solutions très hybrides, très diverses, qui vont se combiner et qui doivent être utilisées comme étant les solutions les plus adaptées à mon problème donné, à ma culture, là où je suis, plutôt que, à une espèce de grande solution bio-inspirée multinationale qui s'appliquerait partout dans le monde. Parfait, merci. Je vois qu'il est 13h59. Donc c'est parfait, on a pu le timing. Un grand merci. Alors, on n'aura pas pu traiter toutes les questions. Mais après, on essaiera de le voir. Je repartagerai avec Alain les différentes questions qui sont très intéressantes. Euh, Moi, je vous repartage juste le programme de mardi prochain. Donc, mardi, toujours en partenariat avec l'Académie des cultures de France, l'ACTA et Agrinium. Euh, le deuxième épisode de cette mini-série sur les solutions fondées sur la nature, où on échangera avec Cécilia Multo, euh, qui est chargée de partenariat et d'innovation, de contrôle et biosimulation à l'INRAE, et Delphine Paul Dauphin, qui est la directrice de l'association Biocontrôle et Biosimulation pour l'agroécologie, ABBA. Donc, il y a certaines questions qui ont été posées, je pense notamment avec un PEPR solubiode, hein, par exemple, dont on parlera la semaine prochaine. Donc, je vous invite aussi à revenir la semaine prochaine. C'est toujours le même lien.
pour suivre ce webinaire. J'ai vu qu'on était quand même très nombreux aujourd'hui. J'espère qu'on le sera aussi la semaine prochaine. Merci beaucoup, Julien. Juste un dernier mot. D'abord, moi, je suis totalement disponible et le canal le plus facile, c'est LinkedIn. Enfin, en tout cas, je suis pas mal sur le réseau. Et surtout, euh, je suis aussi très intéressé par ce que les gens présents dans la salle font, voient les suggestions, les innovations, etc. Vraiment, ça m'intéresse d'échanger dans les deux sens avec la communauté du webinaire. Mais encore une fois, un grand merci Alain pour ton temps et pour ton intervention. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, 13 h, donc pour le second épisode. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir, Merci beaucoup. À bientôt. à bientôt.